Et ben voilà, l'enregistrement est lancé. Alors du coup, bonjour Soka, c'est ça? Vas-y, dis-moi comment tu Oui, bonjour à toi. t'appelles. Bonjour. Oui, je me présente déjà, je m'appelle Thuy Zwang, on m'appelle Zwang, et je suis d'origine vietnamienne. Voilà. Yes. Et Et moi, je toi, suis Soka. Je suis d'origine cambodgienne. enchantée. Et Zwang, en fait, ça a une signification parce que je pense que c'est en Asie, ou en tout cas au Vietnam, tous les prénoms ont une signification. Et Thuy Zuong, en fait, Thuy, ça veut dire calme, et Zuong, dans le contexte, veut dire océan. Donc, je suis océan calme. Océan calme. Voilà, Magnifique. merci. Et toi, est-ce qu'il y a une signification dans la langue cambodgienne? Oui. Ouais, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire pacifique. Ah, eh ben, c'est bien compris, en fait. Donc, tous les deux, on est toutes faux folles, rien à voir, quoi. Pacifique, océan calme, ouais, super. Eh ouais. Ok. Et bon, alors en fait, c'est la toute première fois qu'on se voit, je pense, enfin, pas en vrai, parce que je pense que j'étais rencontrée Oui. durant un networking, Ouais, un événement en fait d'une association, il me semble, BCL. Ouais. tout à fait. Et donc, on a gardé contact. J'étais en ami Facebook et j'ai vu que justement que tu as créé un groupe Facebook sur quelque chose avec le Feng Shui. C'est ça. Voilà. Et bon, j'ai lu un petit peu voilà, ton état d'esprit, les commentaires, et en fait, je trouve que tu es aussi un peu dans la même lignée de voilà, la direction sur bah, comment tu abordes en fait les choses, l'énergie, la vision de l'humain aussi en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire Tout à fait. cette interview. Et je précise aussi spontanément parce qu'il n'y a aucune préparation et tout est fait vraiment d'une manière naturelle. Ça marche. Voilà. Et avant de commencer, je vais envie de te présenter quelqu'un. Surprise! Tadam! Surprise. Ah Alors, c'est qui? Alors, c'est Agno M. Alors, bon, je pense que sur Zoom, là, c'est écrit en. Enfin, pas en verlan, mais à l'envers. Non, non, mais on le voit très bien. Donc, en fait, Mm. agneau, bah voilà, c'est un agneau qui s'appelle M. Et en fait, agneau M, ça, c'est mon copain qui l'a trouvé. Et en vietnamien, lorsqu'un homme dit à une femme je t'aime, c'est agneau M. Et ça s'entend comme agneau Oh, M. ah, c'est trop mignon. Et voilà. Et donc, du coup, bah, c'est un petit peu ma mascotte qui m'accompagne durant mes vidéos. Je dis coucou au départ. Voilà, coucou à Tosoka. Ah là là, c'est trop mignon. Voilà, comme ça, on commence en de bonne compagnie. Qui est à côté de moi. Super. Oui. Alors, raconte-moi un petit peu, c'est quoi déjà en fait le Feng Shui? Comment tu as fait pour en arriver là? Quel est ton état d'esprit? Voilà, dis-moi tout. Je ne sais pas, je connais rien. Tout ce que je sais du Feng Shui, c'est un truc avec alors, les directions, les positionnements des choses. Et puis, comme chaque chose, en fait, tout est énergie. Hein. Donc, un objet, c'est une énergie. Même un positionnement, il y a aussi sa propre énergie. C'est ce que je comprends. Et donc, en fait, et nous-mêmes nous aussi, on est énergie. Donc, en fait, c'est comme chaque chose, en gros, les énergies, il y a peut-être une sorte d'harmonie, j'imagine, C'est ça. qui a besoin d'être accordée ensemble en fonction des personnes, des lieux, des objets, etc. Mais je laisse la parole à toi. Oui, ton intuition est bonne à partir du moment où on comprend que nous sommes tous de l'énergie. Mhm. Eh bien, nous sommes en interconnexion totale avec notre environnement. Ouais, Et donc, c'est parce que tu comprends ça que tu arrives à définir bien le feng shui à mon sens. d'accord. C'est quand on comprend ça, qu'on est tous en interconnexion parce que nous sommes énergie, que ça fait sens de travailler en harmonie avec sa propre maison. Mhm. Pourquoi? Parce que son propre habitat euh, abrite énormément d'énergie et pas que nous Ouais, en tant qu'être humain. ouais.
Mm. Donc, la maison en tant que telle, elle a sa propre énergie. Mm. L'environnement dans lequel la maison est placée, c'est de l'énergie aussi. C'est pas pareil d'être en plein milieu de la campagne, d'être en plein milieu de la ville. C'est pas du tout la même énergie que la maison reçoit. Ouais. Et ça nous impacte, nous, dans notre vie. Et pas que ça. Il y a ça, plus notre façon d'aménager les lieux. Ça nous impacte au quotidien. Ouais. Donc, selon on ait un mode d'aménagement assez espacé. Il y en a qui aiment bien que ce soit épuré, d'autres qui aiment bien stocker. Et puis, souvent, en fait, on ne se rend pas compte de la façon dont on aménage son lieu de vie. Ça parle de nous. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Et voilà, ça a l'air anodin comme ça, mais mine de rien, quand on fait attention à la façon dont on habite son lieu de vie, ça parle énormément en fait de l'énergie qu'on s'accorde pour soi. Parce que mine de rien, je bifurque, il y a des tas de façons de parler du Feng Shui. Si je devais donner une définition générale, c'est vraiment le rapport entre l'être humain et son lieu de vie. D'accord. Point. C'est une phrase. Voilà. Et okay. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de religion là-dedans. C'est juste naturel. On a tous un rapport avec son lieu de vie. Ce n'est pas neutre. On a tous un vécu dans un lieu de vie particulier et on a l'impression que c'est juste notre vécu, mais quand même, le lieu participe énormément à ce qu'on vit. C'est quand même Et souvent, quand on a des souvenirs, il y a des lieux associés. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas du tout neutre et si on ne fait pas attention, en fait, on peut vite être débordé par des énergies qu'on ne veut pas. Donc, déjà, quand je dis ça, c'est par exemple l'effet de cumul. L'effet de cumul, ça nous sécurise. Ouais. C'est naturel, ça nous sécurise. Mais en même temps, ça mange notre espace. Ouais. Donc, il y a ce genre de prise de conscience, par exemple, qui sont intéressantes en Feng Shui. C'est de voir comment la personne a tellement pas confiance en elle et dans... Perd confiance, t'as dit? J'ai pas entendu. Bah oui, il y a des personnes qui n'ont tellement pas confiance en elles. D'accord. Pas confiance dans l'espace qu'elles peuvent prendre. Qu'au lieu de prendre de l'espace, elles mettent des objets à la place. Et en fait, ce qui prend de la place, c'est plus l'extérieur que soi. Donc moi, j'accompagne les personnes à prendre de la place chez elles. D'accord. Ça me parle, parce que justement, je suis là-dedans, c'est pas un hasard que tu en parles, parce que bon, même si là, en fait, j'ai aménagé pour avoir l'espace, mais dans ma chambre et ma vie depuis petite, en fait, j'étais habituée avec le bordel, avec l'accumulation des objets et plein de choses. Et me séparer de quelque chose, c'est un stress, mais je reconnais, parce que ça parle aussi d'autres choses en plus, en fait. Et du coup, oui, la difficulté de prendre sa place, etc., ça parle également. Mais est-ce que c'est vraiment une sorte de, entre guillemets, de règle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est bordélique, qui accumule, c'est forcément quelqu'un qui ne prend pas sa place, ou il peut avoir autre chose? En tout cas, ça montre qu'il donne une certaine place à certaines choses qu'il a besoin d'avoir sous les yeux. Ouais. Maintenant, à voir avec la personne qu'est-ce que ça représente et en quoi la personne est prête à faire un petit peu de tri dedans ou pas du tout. Et ça, c'est vraiment OK. À partir du moment, en fait, moi, mon travail, c'est que la personne prenne vraiment conscience de son espace et de la façon dont elle l'utilise. Ouais. Et lui donner la symbolique de qu'est-ce que c'est que de cumuler, par exemple, des tonnes de livres. Il y a des personnes qui ne se sentent pas à leur place si elles n'ont pas le symbole du savoir partout dans la maison, 3 tonnes de bouquins, alors qu'elles sont parfaitement suffisantes et sachantes. Ouais.
Donc, il y a ça, en fait, il y a ce déclic à avoir pour se dire, ah oui, en fait, mon cœur sait tout. Enfin, voilà. Et puis, de toute façon, on ne pourra jamais tout savoir. Et voilà, et de se dire, OK, voilà, comment je peux être à l'aise à éventuellement désencombrer un petit peu une partie de mes livres sans que je me sente arrachée à moi-même en faisant ça. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une notion de choix et aussi en fait de donner la place à quelque chose? Parce que justement, je sais que c'est ma problématique où en fait, alors entre plein de choses, déjà en fait, c'est prendre le temps et l'énergie de faire un choix, de regarder chaque chose et puis de dire bon ça je jette, ça, etc. Et il y a aussi en fait, je sais qu'il y a une projection dans ma tête qui dit ouais mais si jamais j'en aurais besoin, alors même si je sais qu'en fait bon franchement, pendant toutes ces années, tu ne sais même pas que c'est là. Alors pourquoi est-ce que maintenant tu vas l'utiliser? Et ça ne m'a jamais manqué en fait quelque part. C'est juste dans cet imaginaire de, bah, en fait, on imagine le manque alors que réellement on l'a jamais vraiment ressenti. Il y a une sorte d'illusion là-dedans. Et puis aussi voilà, ok, d'accord, il y a ça qui traîne, ça me plaît pas forcément énergétiquement, je le ressens. Mais c'est la flemme de dire ah mais où est-ce que je pourrais le mettre et puis parce que déjà en fait c'est vraiment aussi étape par étape et lorsque je fais une imagination de toutes les étapes de toute l'énergie je me sens tellement lourde que finalement je fais rien et selon toi en fait est-ce que c'est à quelque chose? Mais ce que tu dis, c'est d'une logique implacable. À partir du moment où tu t'en rends bien compte, on se laisse, on accepte en fait de se laisser déborder par ce qui nous alourdit. C'est vrai que c'est tout à fait normal d'avoir le sentiment, comment dire, de laisser tomber en fait, de se dire c'est pas là, c'est trop gros pour moi et donc je fais pas. Ouais, c'est ça. Ce qui résonne en moi, c'est quand tu as dit accepter de se faire alourdir. Ça parle. De toute façon, pour moi, le monde fonctionne en symbolique. Et du coup, lorsque je laisse mon corps parler, dire des paroles, bon, là, c'est par rapport au rangement, mais en fait, c'est symboliquement lié en fait à autre chose, à mon fonctionnement, mon programme de vie, quelque part, se laisser alourdir par les choses extérieures. Ouais, ça me parle. Et donc, c'est le moment. C'est de prendre conscience. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est de se dire, c'est de comprendre qu'en fait, c'est des choix qu'on fait. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est un choix de se laisser alourdir ou pas. Et effectivement, voilà, énergétiquement, ce qui stagne nous fait rentrer dans du surplace. Ouais. Donc, ce qu'on va favoriser en Feng Shui, c'est un maximum de circulation. On parle beaucoup de circulation et c'est vrai aussi pour les objets qui nous entourent. Ouais. Donc, il y a des objets dont on a besoin. Bon, les assiettes, c'est normal. On ne va pas les jeter tous les mois. Voilà. Mais il y a certains produits de consommation qu'on peut se permettre de renouveler. Et ça fait partie de la vie, parce que la vie est au renouvellement. Ouais. Et quand bien même on est attaché à quelque chose et on voit bien qu'on ne s'en sert plus, moi, ce que je propose toujours, c'est de se dire, et si tu donnais à quelqu'un qui a besoin? Ouais. Et comment tu fais ça? Par exemple, tu donnes à des associations ou tu mets dans la rue ou il y a plein de façons. Ouais. Oui, il y a des associations et puis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, moi-même, je fais des annonces qui veut, surtout les livres, qui veut tel livre, ça part, mais vraiment dans l'heure. Ça part dans l'heure. Et là, on fait circuler les choses. On fait circuler finalement notre savoir, on fait circuler aussi notre cœur, notre générosité. Donc la vie revient quand on fait ça. Mais même si en fait on jette à la poubelle, est-ce que c'est quand même considéré que ça circule ou pas? Eh bien, quelque part, c'est un choix. À chaque fois, c'est un choix. Ouais.
Soit on décide de redonner à quelqu'un en se disant, mais oui, ce livre m'a servi. Je parle beaucoup des livres parce que pour beaucoup, c'est dur de se débarrasser de ces livres. Oui, d'accord. Et souvent, ça fait mouche quand je dis, mais oui, ça t'a servi et tout ça. Donc, je comprends que tu y tiens. Mais qu'est-ce que t'en dis si ça pouvais, si tu donnais ce livre à quelqu'un et que ça pouvait changer la vie de l'autre aussi comme ça a changé ta vie. Et là, la personne a fait ah oui, bah je vais donner. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on décide de jeter, c'est qu'on sait pertinemment que l'objet en question est en fin de vie. Tout simplement. Donc on renvoie juste à la terre ce qui est en fin de vie et quelque part on libère la chose. Et là, c'est l'approche de Marie Kondo. Oui, c'est ça, oui, Marie Kondo, oui. Voilà, c'est l'approche de Marie Kondo. Et sur ça, quand on fait du Marie Kondo, on a fait allez, les 3/4 du Feng Shui, rien qu'avec ça. Ouais. Parce que justement, parce qu'on refait circuler les choses. Voilà. Et ce qui est stagnant, il n'y a plus. Ce qui est mourant, c'est ça, c'est prendre conscience que tel objet n'a plus, enfin, c'est ça, et en fin de vie, et le remettre, le rendre à la terre. Nécessairement en fin de vie, ou par exemple, ça fait longtemps justement, il est là, finalement il est oublié, personne ne l'utilise. Et ça, c'est aussi une définition de fin de vie pour toi. Ben oui, c'est ça. Puis si on lit Marie Kondo, oui, c'est ça, c'est que un objet entre dans notre vie pour égayer notre vie à instant T. À partir du moment où ce n'est plus le cas, eh bien, sa mission est terminée. Et à partir de là, en fait, elle est très animiste. C'est ça que j'aime beaucoup aussi chez animiste, en fait, c'est le fait de considérer que tout est vivant. Donc, tout est vibration, voilà, tout est vivant. Les objets ont une âme. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est de considérer que tout a une âme, en fait. Et donc, quand on achète quelque chose qui nous plaît, eh bien, cet objet est honoré d'égayer notre vie, mais à partir du moment où il ne le fait plus, elle considère que l'objet est malheureux, pour dire ce qui est. Voilà. Donc, en jetant en conscience, et non pas en jetant comme un vieux truc, voilà, en jetant en conscience, on libère l'objet. Et on fait des libérations énergétiques en même temps. D'accord. Mais du coup, pour les personnes en fait qui sont un peu dans cette pulsion d'acheter, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre qu'est-ce qu'elle cherche à combler. Et mange quelque chose. C'est l'acte en fait de se donner quelque chose, mais finalement, on ne donne pas en fait la vraie nourriture dont on a besoin réellement. Et c'est pour ça. En fait, on a besoin de... Voilà. On croit qu'on a besoin de se remplir, alors qu'en fait, on a besoin... nous-mêmes, en fait, de nous donner. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ça ferme une sorte de porte chez nous qui fait que ça ne rentre pas, en fait. Comment? On a fermé une sorte de porte en nous qui fait que, en fait, que les autres nous donnent, on n'arrive pas à recevoir réellement, même si on a cette sensation extérieure de recevoir. Et comme nous-mêmes, en fait, on n'est pas capable de nous donner, puisque de toute façon, on l'a fermé, on a toujours cette sensation de manque et se dire ouais, mais de toute façon, ça ne sert à rien et je serai toujours en souffrance. Mais en fait, c'est nous-mêmes, sans le savoir, on s'est refermé. Et ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Ah non, c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'il y a des accompagnements. Oui, bah oui. C'est une question que je me pose régulièrement parce que c'est pas forcément facile de se dire je vais me faire accompagner en Feng Shui. Ouais. En fait, il y a plein d'outils pour avancer en Feng Shui, comme tu parlais des directions et tout ça. Donc, il y a des livres qui nous expliquent comment repositionner les choses. Par contre, et puis, on ne se rend pas forcément compte du coup de l'intérêt d'un accompagnement. Or, l'intérêt, il est là. Moi, j'accompagne la personne à vraiment comprendre où elle en est, enfin, en quoi sa façon de vivre chez elle, qu'est-ce que ça dit d'elle et qu'est-ce que ça dit surtout de son manque d'amour pour elle. Alors ça, c'est tout en vrai. Oui. Ça, c'est tout en vrai. Et quand on a dit ça, eh ben, de toute façon, la personne, elle a besoin d'amour. Donc ça, c'est clair.
Donc, dès lors que je lui fais prendre conscience que c'est pas en fait en se remplissant en fait d'objets qu'elle va attirer ce qu'elle attend, c'est que d'abord c'est se donner de l'amour soi, pas forcément par des objets, avoir confiance en soi et faire comprendre aussi que on reçoit quand on a les bras ouverts. Ouais. On reçoit quand on a les bras ouverts et en fait, la maison a besoin d'être dans une énergie d'ouverture. D'ouverture à la vie, d'ouverture à l'abondance. Ouais. Et pour ça, c'est avant tout déjà de reprendre confiance en soi. C'est vraiment ça que j'aide d'abord les personnes à ça. Oui. Reprendre confiance dans le fait que, en fait, la vie est abondance, tout le monde a droit à sa part et c'est pas la peine de se remplir comme ça. Par contre, apprendre à avoir du respect pour soi, déjà par son environnement. Avoir un espace qui soit ni trop encombré. Bien sûr qu'il faut des choses qui nous plaisent. Ah oui, c'est des vibrations hautes, ce qui nous parle vraiment. Et en même temps, laisser l'air circuler quand même dans son lieu de vie. Eh bien, ça nous met dans une position d'ouverture. D'accord. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment cette impression que, alors on dit souvent que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Donc, pareil aussi pour notre maison, notre lieu de vie et surtout pour notre lieu de vie. C'est un peu comme si, en fait, mon intérieur est projeté là. Et donc, en fait, c'est un moyen assez concret de, ben voilà, tu peux avoir une action sur ton intérieur, de le déplacer. Et donc, du coup, c'est aussi un moyen détourné de changer, en fait, d'évoluer, de faire le ménage. Tu fais le ménage à l'extérieur, en revanche, ouais. Mais c'est important d'être conscient de ce qu'on fait. Oui. C'est ça, en fait. C'est de prendre conscience qu'à chaque fois que je mets un objet à la poubelle, eh bien, si je libère une énergie, je libère cet objet d'avoir été dans ma vie pendant un certain temps et que maintenant, il a parfaitement fait son travail, donc je le remercie et je le rends à la nature. Ouais. Donc voilà, c'est de faire les choses de manière consciente. Quand on change les directions, j'explique à la personne pourquoi. En plus, chaque direction a une symbolique. Ah oui. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, il faut changer de direction. C'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est justement ça. En changeant son lit ou son bureau de direction dans son espace, ça nous aide à changer de direction dans notre chemin, dans notre vie. De voir les choses d'une autre direction. D'accord. Ouais, intéressant, ouais. Et donc, c'est-à-dire que si c'est si important de faire les choses en conscience, donc si finalement j'ai la flemme et je fais appel à un architecte ou à quelqu'un qui fait le rangement pour moi, ça ne marche pas vraiment, entre guillemets. Ça va en fait… En fait, on va sentir… Quand quelqu'un fait pour soi, on sent de toute façon que ça respire mieux, etc. Ok. Mais au quotidien, qu'est-ce qui dit qu'après, tu ne vas pas cumuler, je ne sais pas quoi, des collections de je ne sais quoi dans la maison et voilà, et ça va tout saccager. Donc, vraiment, ce qui est important en fait pour avoir un feng shui qui soit durable dans le temps, c'est d'avoir conscience de ce que c'est, d'avoir conscience de l'impact de je cumule sans réfléchir. Ouais, et je dirais aussi c'est le processus, le fait d'avoir fait le processus et Bien sûr. en conscience, Ouais, tout à fait. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des exemples en fait sur, je sais pas, l'impact en fait réellement sur une personne, en changeant par exemple simplement une direction de quelque chose ou en rangeant? Est-ce que tu peux partager en fait avec nous des petites anecdotes comme ça? Oui, il y a une anecdote assez intéressante où j'avais juste préconisé de changer
la position du canapé. Bon. D'accord. Ah ouais. Ça a l'air rien comme ça. Ça a l'air rien comme ça. En fait, on a tendance. Très souvent, on aime bien les maisons, les appartements très lumineux avec beaucoup de fenêtres. Et on a tendance à déposer le canapé en fait contre les fenêtres. Oui. Donc, voilà, contre les fenêtres, ce qui fait que la vue qu'on a lorsqu'on est au niveau du canapé, c'est plus on voit la maison, mais on ne voit pas. En fait, on voit finalement un environnement qui est fermé. Oui. Quand on se met dos à la fenêtre, énergétiquement, en fait, on se met dos à la vie. D'accord. En fait, on se met dos à la vie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit un huis clos. On se met dans cette position-là. Ouais. Donc moi, j'avais genre cocon ou je suis justement à l'intérieur de moi. Est-ce que il n'y a pas ça comme symbolique? Alors, c'est dans la chambre, oui. Ouais, d'accord. Ouais, dans la chambre, bien sûr, ça s'y prête d'être dans son cocon. Ça nous protège, ça nous aide à nous régénérer, ça nous aide à déstresser, ça nous aide à mieux dormir. Oui. Oui. Et encore, même dans la chambre, on ne préconise pas que le lit soit contre la fenêtre. Ouais. Parce que dans tous les cas, on cherche toujours finalement l'ouverture à la vie. D'accord. Donc même dans la chambre, oui, c'est un espace plus réduit, mais on ne mettra pas le lit contre la fenêtre. Et pour l'anecdote de madame qui a changé son canapé, en fait, dans le cadre de l'expertise, il se trouvait que là où était positionné le canapé, c'était l'énergie de prospérité qui arrivait par là. Ah oui. Voilà. Donc, en changeant, en se mettant face à la prospérité, déjà, ça a changé des choses. Ah oui, oui. Voilà. Donc, ça a débloqué des situations financières qui étaient bloquées jusque-là, des dossiers. Wow, intéressant. Mais juste en changeant le positionnement du canapé, sans rien faire d'autre, l'argent est revenu. Enfin, il est arrivé. Oui, c'est ça. Il y avait des situations bloquées et elle me met un message. Elle me dit waouh, j'avais un dossier là, ça faisait 4 ans que c'était bloqué et c'est bon. Waouh. On récupère l'argent. Parce que le positionnement du canapé. En fait, c'est parce tout est énergie. Donc, si on fait dos à une énergie qui est favorable pour nous, c'est plus compliqué. Il faut détourner, il faut ramer un peu. Ouais. Voilà. Et dès lors qu'on se met face à la vie, on se met face à ce qui est positif, les choses, en fait, par synchronicité, vont se réaligner. D'accord. Mais est-ce que forcément le canapé, c'est toujours mieux qu'il soit face à la fenêtre? Oui. D'accord. En tout cas, pas d'eau. Pas d'eau. Mais si par exemple la fenêtre est là et le canapé est plutôt comme ça, est-ce que ça peut marcher? De toute façon, c'est quand même mieux que ça soit vraiment en face. En fait, il faut qu'à notre dos, il y ait un mur plein et robuste. Voilà, en fait, il faut qu'on ait une bonne assise. On appelle ça une assise en feng shui. Il faut qu'on ait une bonne assise et que tout ce qui est ouverture soit en face de nous. D'accord. Ok. Et oui, parce qu'en fait, si je mets juste le canapé devant la fenêtre, mais derrière, il y a un grand espace, en gros, il n'y a pas le mur, là, du coup, l'assise n'est pas là. Exactement. D'accord. Et en fait, dans mon cas, par exemple, en gros, moi, pourquoi est-ce que j'ai pas mis le canapé en face de la fenêtre? Parce qu'en fait, le mur qui est en face, il y a une ouverture justement pour aller dans d'autres chambres. Et donc, du coup, le canapé, il est plus grand que le mur. Et en fait, ça va bloquer justement l'entrée par là où je passe. Un peu, ça va pas tout bloquer, mais bloquer une partie. Mais du coup,
ça pourrait bloquer, enfin, c'est gênant ou pas? Peut-être ça. Il faudrait voir parce que dans une pièce, il y a quand même 4 coins. Ouais. Donc là où tu l'as mis, tu n'as pas moyen de le mettre en perpendiculaire, ton canapé? Le perpendiculaire, bah, en fait, bah, je vais te montrer. Ouais, parce que... Il est là comme ça, tu vois. Oui, En fait, ouais. perpendiculaire. Ça arrive souvent. Ouais. Oui. Après, En gros, faut le bon, mettre là, là c'est quoi? sur, là sur le mur là, quoi. C'est ce que je faisais au En départ. fait, on est... Oui, mais en fait, là, on est dans une configuration particulière. Ouais. Au sens où, euh, en principe, un canapé comme ça va dans un salon qui est beaucoup plus grand. Là, Oui. tu es dans une pièce qui est multifonction. Ouais. Donc, tu ne peux pas réunir en fait les critères classiques du feng shui dans un espace qui est trop réduit pour, entre guillemets, trop de fonctions. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, il le met Et à cet endroit, sa fonction, etc. oui, Et voilà, on peut c'est pas très en fait, important. mélanger, quoi. Ah Ouais, oui. c'est important, ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est ton cabinet là, Mm. ouais, ou enfin ton bureau, voilà. Ce qui correspondrait plus à la pièce, bah, c'est plus un fauteuil, c'est quelque chose de plus petit qu'un un grand canapé comme ça. Ouais. Mm, mm. On va dire c'est ce qui correspond naturellement à, à la surface. Après, effectivement, bon, bah, quand on est dans multifonction, on fait comme on peut, hein. Ouais. On fait comme on peut et après, je te rassure, il y a quand même il y a plein de critères qu'on regarde en feng shui. Il n'y a pas que le canapé. Puis ça dépend le temps que tu restes sur ton canapé. Il y a plein de choses qui entrent en compte. Là, je dirais que ici, euh, dans la pièce où tu es là, ce qui importe beaucoup, c'est la position de ton bureau, je pense, Ouais. plus que le canapé. D'accord. Parce qu'il y a aussi, en fait, il me semble que le bureau, c'est important aussi de le mettre face à la fenêtre, non? Pareil, Pareil, ouais. toujours face à l'abondance. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, bah, je changerai. Oui, je Voilà. m'étais dit, hein, même si le canapé, il pourrait bloquer un petit peu l'entrée, je vais voir. En fait, le truc, c'est qu'il est quand même massif, ton canapé. Ouais. Mm. Et quand c'est massif, Donc, bah, pareil, c'est une lourdeur, c'est quelque chose qui… bah, en fait, il faut voir. Ouais. Oui, effectivement, tu peux t'interroger si tu as vraiment besoin d'un canapé de ce type-là dans cette pièce. Mm. Donc, à quoi ça te sert au quotidien? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Ouais. Mm, mm. D'accord. Intéressant. Ouais, c'est impressionnant en fait. Rien que ton exemple, changer le positionnement de ton canapé, etc. Et hop, ça débloque quelque chose, quoi. Euh, Mm. L'argent, etc. Et puis effectivement, l'argent, c'est un flux. Il y a besoin Tout aussi à de fait. circulation. Et donc, Oui, l'argent, c'est aussi la représentation de la valeur. Et donc, finalement, oui, tes objets également, c'est cette représentation de la valeur. Donc, oui. symboliquement, en fait, en faisant circuler de manière fluide les choses de valeur, donc aussi la conscience ou la lumière, ben, en fait, l'argent circule également, quoi. L'argent fait partie de la vie. Pour moi, c'est l'amour aussi. C'est Mm. plein de choses, l'argent. Oui, C'est pas que, c'est pas que le compte en banque. Je trouve que c'est la vie. d'accord. Ouais, super. C'est ce qu'on mérite, en fait. Mm. Donc, ça, ici, c'était de l'argent qui a été débloqué, mais ça aurait pu être autre chose. Oui. En feng shui, quand on parle d'énergie de prospérité, effectivement, on pense à l'argent, mais ça peut être d'autres choses. Ouais. Est-ce que ça peut être finalement les valeurs humaines, des relations? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? En fait, il y a deux types d'énergie en feng shui. Il y a le yin et le yang. Oui. Il y a plein de types d'énergie, hein. Mais on va dire le premier bloc, là, le Oui. premier gros bloc, c'est les énergies yin et les énergies yang, déjà. C'est la Ouais. première chose. Ce qui concerne la prospérité, concerne les énergies yang. D'accord. Donc, c'est tout ce qui est mouvement, tout ce qui est circulation. Mm. Et quand on équilibre le yang dans un lieu de vie, on fait en sorte que le mouvement, l'action aboutisse.
Alors, vas-y, répète. En fait, on aide à ce que ce qu'on met en mouvement aboutisse. D'accord, ce qu'on met en mouvement. Donc, que ce soit, voilà, donc que ce soit au niveau professionnel. Voilà. Donc, au niveau professionnel, l'aboutissement, c'est une promotion, c'est d'avoir un bon salaire, voilà, de trouver un travail. Et puis, dans le cas de la personne en question, c'était un dossier juridique qui était coincé là. Et voilà, donc l'action qu'elle a mis en place, là, a trouvé un aboutissement. Donc, dans tout ce qui est énergie yang, c'est ça. C'est le fait que nos actions aboutissent au résultat escompté. D'accord. Mais dans quelle notion de temps? Parce que parfois, en fait, l'aboutissement pourrait arriver, je ne sais pas, on va dire 2 ans. Sauf que si on regarde, on s'arrête on fait le point 1 an, eh bien, on se dit, bah non, ça n'a pas abouti, je suis pas, j'ai pas réussi. En fait, on le sent que les choses avancent. Là, en l'occurrence, bon, ça a été radical. Pouf, elle a eu le résultat. Ça faisait 3 ans que c'était bloqué. Mais admettons que le dossier avait que 1 an. Elle aurait pu avoir des nouvelles comme quoi ça avançait dans le bon sens. D'accord. Et ça, c'est yang. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le flux qui était bloqué là, eh bien, on l'a libéré et ça suit son cours. D'accord. Ok. Et donc, tu disais, voilà, donc les yang. Oui. Ensuite, il y a les énergies yin. Oui. Voilà. Donc, dans les énergies yin, on va travailler à fluidifier ce qui est soutenant dans sa vie. Ce qui est quoi? Soutenant. Soutenant. D'accord. C'est-à-dire? Ce qui est soutenant dans sa vie, c'est la santé. Ouais. Et la force des relations. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, si dans un foyer, il y a beaucoup de disputes, eh ben, là, c'est l'énergie yin qui va aider à fluidifier effectivement la communication et renforcer les liens. D'accord. Donc, le yin, c'est ce qui nous renforce. Le yang, c'est l'action. D'accord, ok. C'est un peu en fait le yin, je peux ressentir un peu aussi comme une sorte de socle de base. Et en fait, le yang se base sur ce socle-là pour en fait mettre On est d'accord. Créer dans la matière. On est d'accord. D'accord. Voilà, donc c'est très très important d'avoir un très très bon yin en feng shui avant toute chose. D'accord, le yin d'abord, puis après le yang. Ouais, parce que ça nous stabilise. Donc ça nous donne les forces d'agir. Quand bien même on a un yang pas terrible, au moins avec le yin, ça nous donne la force d'aller de l'avant. D'accord. Et est-ce qu'en fait, il y a des cas où finalement c'est le yang qui est plus fort, mais du coup, il y en a plein. Oui, bah peut-être, moi tout de suite, je pense en fait à des personnes, des managers, directeurs ou ceux qui sont riches, qui travaillent énormément, qui ont beaucoup d'argent, qui en fait, les gens ils voient comme une sorte de réussite, mais en fait, à la fin, ils se retrouvent tout seuls, plus de femmes, plus d'enfants. Et oui. Oui, et en fait, je pense que si on regarde les résidences des personnes riches, c'est vachement yang. Ouais. C'est vachement dans l'action. Et puis, et oui, le côté yin n'est pas, mais comme quoi c'est révélateur. Ouais. Donc la maison et l'aménagement est construite plus yang que yin. Et puis, c'est vrai que. Est-ce qu'on peut dire que finalement le ressenti du bonheur, parce que pour moi le bonheur finalement c'est lié à son ressenti, sa perception, du coup il est plus lié finalement aussi au yin, c'est-à-dire que à la fin le corps, lorsqu'il ne se sent pas finalement en bonne santé, dans la bonne relation, même si en fait le yang est très fort, en fait réellement le corps ne sentirait pas en fait dans le bonheur. Et tout comme en fait il y a des personnes qui sont très pauvres mais qui sont heureux et qui ont le sourire. Bien sûr. Alors, pour répondre à ta question, le bonheur, donc parfait n'existe pas, mais en théorie,
Le bonheur parfait, il est dans l'équilibre des deux. C'est yin et yang. C'est qu'à la fois, on est soutenu et à la fois, on se réalise. C'est super important de réaliser, de se réaliser. Puisque la vie est mouvement, l'être humain est mouvement. Et alors, s'il ne peut plus bouger, s'il a juste des gens qui l'aiment mais qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, c'est difficile. Donc, c'est l'équilibre des deux. D'accord. Ouais, très très intéressant en tout cas. Et du coup, en fait, pareillement, j'imagine que là, on avait un exemple justement en changeant le positionnement du canapé, du coup, on a débloqué le yang. Est-ce que oui. un autre exemple où justement, en changeant quelque chose, ça a débloqué le yin? Ah, le yin? Oui. Oui, mais je ne sais pas comment j'ai fait en fait. Parce que le fait de bouger les choses dans la maison, déjà, alors ce qui est intéressant, j'avoue, c'est que en fait, comme je lis la maison, je lis l'âme de la maison et voilà, clairement. Ouais. Et que ça résonne dans le vécu de la personne. Ouais. Eh bien, dès que je pose des mots sur ce qui bloque, eh ben, déjà, ça débloque. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Personne n'a même pas encore fait le changement. Ouais. Ça débloque parce que j'ai dit des mots. Ouais. Alors ça, juste, je mets entre parenthèses parce que c'est aussi dans mon domaine, hein, je suis coach ou thérapeute aussi. Et en fait, les mots, donc les mots également, le son, la vibration, l'énergie. Et en fait, ce qui est important, ce n'est pas que la compréhension mentale, mais aussi c'est l'intégration, la réception par le corps. Exactement. Et donc, en fait, par le mot, ça permet en fait au corps de recevoir l'énergie, la vibration, et ça débloque de manière en profondeur quelque part. Ouais. Et il y a aussi une différence entre, parce qu'il y a des choses, la personne elle le sait, elle se le dit à elle-même, mais ça n'a pas la même, comment dire, le même impact si c'est dit par une autre personne. Parce qu'il y a aussi la vibration de la personne qui le dit, avec l'accueil et la connaissance. Et quand la personne elle le dit, c'est comme si en fait, ça permet d'une manière entre guillemets détournée que la personne elle le reçoit réellement. En fait, c'est un accueil et ça fait changer quelque chose. C'est comme si en fait tu faisais un influx en fait d'énergie, de vent et hop voilà ça s'intègre dans la personne effectivement et ça change déjà beaucoup de choses avant même qu'elle ait mis en place mes recommandations. Et voilà, en parlant, j'ai tout mon corps est en vibration. Enfin, j'ai des petits fourmillements. Et justement, c'est là aussi de l'avantage en fait de l'accompagnement. Parce que avant, même moi, alors j'adore l'autonomie. Plutôt avant aussi, j'étais quelqu'un de super mental. Et je veux en fait être capable d'être autonome, de faire les choses par moi-même. Jusqu'à maintenant, en fait, je comprends finalement, c'est que même dans l'accompagnement, et tu as dit aussi qu'on est tous liés et que quelque part, le monde fonctionne aussi en miroir. Donc, l'accompagnant est également mon miroir et c'est en fait un échange. Et c'est que lorsque l'accompagnant dit quelque chose, c'est pour moi, mais aussi pour l'autre. Et en fait, ça permet de faire bouger les choses beaucoup plus rapidement parce qu'on a cette ouverture justement de recevoir, de faire circuler le flux. Et oui, parce qu'en fait, en plus, on est deux énergies. Alors que si je suis toute seule, je fais avec ma propre énergie, mais je suis encore en fait dans ma prison où on est dans sa bulle. Voilà. Alors qu'à deux, en fait, il y a justement cette perspective, cet échange, cette circulation de. En fait, c'est comme quand on va voir un psy. Ouais. Ça marche pareil, c'est-à-dire que bizarrement, c'est comme ça, on intègre plus facilement quand c'est un professionnel extérieur qui dit les choses plutôt que son meilleur ami. Plutôt que son meilleur ami, ouais. Voilà, c'est ça. Et bien là, c'est exactement pareil. Est-ce que c'est… Bon, enfin, je me pose la question, est-ce que c'est tout le temps le cas? Après, je pense que ça dépend de comment est le meilleur ami,
puisque le meilleur ami, il a sa vibration, il y a aussi en fait ses filtres et sa propre conscience. Et le psy, peut-être qu'il est plus habitué même en fait. Je pense que ça dépend. Je pense par exemple que si toi tu es ami de quelqu'un et que tu dis justement… Oui, évidemment, évidemment. Mais voilà, dans des cas, en fait, ce qui se passe en Feng Shui, c'est que moi, je vais révéler des choses qui sont vraiment enfouies, que la personne ne se rend même pas compte. Ouais, c'est ça. Donc, c'est là la limite aussi, quelque part, aussi de la meilleure amie, même si elle connaît l'autre du bout des doigts. Parfois, une personne a besoin de travailler en profondeur avec quelqu'un d'extérieur. Et la maison elle-même, en fait, c'est comme si elle se sentait plus comprise quand j'arrive. Ça peut être bizarre ce que je dis, mais… C'est tout à fait normal. Mais c'est ça pour moi, c'est ça qui explique qu'il y ait des choses qui se passent dès lors que j'ai dit des choses. Ouais. Puisque si on part sur la théorie d'animiste, tout a une âme, tout a une conscience, donc la maison également. Donc là, la maison dit enfin, il y a quelqu'un qui… Voilà, c'est ça. Alors, vu que jusqu'à maintenant, j'ai fait ça pour que la personne se rende compte qu'il y a un problème qu'il faut qu'elle déplace son canapé ou je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a mis la lumière, le doigt sur le problème. Donc, enfin, allez, je laisse circuler la chose, quoi. En fait, l'autre rôle que j'ai, c'est de faciliter la communication entre les habitants et la maison. C'est qu'au départ, en fait, on ne sait pas que la maison nous donne plein de signes. Oui. Et comme moi, j'arrive et que je décrypte tout, eh bien, après mon passage, la maison se sentira beaucoup plus entendue et elle sera entendue. Et il y aura une vraie relation. Ouais, top ça. Et donc, du coup, j'avais fait une parenthèse pour parler justement de l'histoire, la vibration de la voix. Donc, on était sur le fait, justement, tu rentres dans une maison et parce que là, c'était pour illustrer justement un changement dans la maison qui fait un changement sur le yin, sur la relation et la santé. Et donc là, tu as dit quelque chose, des choses, donc des prises de conscience. Et après, c'était quoi en fait l'impact? Alors, j'ai des couples qui se rapprochent. Ouais. Voilà. C'est génial. Oui, c'est vrai. En faisant quoi? Juste en changeant quelques petites choses ou juste par la prise de conscience? Très honnêtement, j'ai l'impression que ça a été beaucoup la prise de conscience, plus ce qu'ils ont fait aussi. Ouais. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux, parce que avant c'était c'était stérile et après bon voilà, tant mieux. Après il y a aussi les disputes aussi. Donc j'ai des retours comme quoi il y a des couples, c'est comme ça, ils en arrivent à un point où ils n'arrivent pas à se parler sans se crier dessus en fait. Et visiblement, le fait d'avoir changé un petit peu les énergies, c'est comme si ça calmait un peu tout le monde. Et du coup, ils arrivent à se parler, mais sans que ça se termine par une dispute. Donc, j'ai eu ça aussi. D'accord. Intéressant, oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi, en fait, parce que là, c'est le couple, donc ce sont les habitants de la maison. Est-ce que ça pourrait aussi avoir un impact, par exemple, par rapport à quelqu'un qui n'habite pas dans la maison, une relation de l'extérieur? Alors, je pense que l'extérieur sentira que ça a changé dans l'atmosphère, mais ça reste quand même, ça impacte les personnes qui vivent dans le lieu à long terme. D'accord. Ouais. Par exemple, si jamais, là j'habite ici, j'ai un conflit avec quelqu'un, je ne sais pas, ma mère ou une amie, est-ce que finalement ça pourrait en fait aider à résoudre ce conflit?
En fait, déjà, quand on a un feng shui qui est harmonisé chez soi, déjà, toi-même, tu as plus d'énergie d'harmonie vis-à-vis de l'autre. Ouais. Donc, il y a plus de chances quand même que les relations s'apaisent. Si toi, tu vis dans un feng shui qui est justement dans cet esprit d'apaiser les choses. Ensuite, ça, tu auras fait ta part et puis il y a l'autre part, la part de l'autre. D'accord. Ouais, ça fait sens. C'est intéressant. Et est-ce que, alors, du coup, par exemple, bon, là, je fais référence un petit peu au cinéma, tu sais, on rapporte un objet, une poupée maléfique ou je ne sais pas. Et est-ce que juste la présence d'un tel objet dans la maison pourrait avoir justement un impact énorme sur sa vie? Un objet maléfique, tu dis? Enfin, maléfique ou en fait, finalement, énergétiquement, c'est parce que tu as la présence d'un objet quelconque chez toi qui fait que ça a plombé toute l'énergie ou l'harmonie. Oui, en fait, ça dépend la charge émotionnelle qui est mise sur l'objet. Donc, c'est là qu'il faut la personne qui l'a ramené ou qui a déjà été là dans l'objet. Même l'autre, il faut faire attention en fait. Parce que les objets donc, se chargent effectivement d'énergie et c'est le cas de la maison. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La maison se charge de tout ce qu'on vit. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des nettoyages énergétiques réguliers pour tout le monde. Hein. C'est une respiration pour tout le monde. Et c'est aussi vrai pour des objets. Donc là, s'il y a vraiment un objet, tu vois, par exemple, toi, tu as beaucoup de charge énergétique avec l'agneau. Oui. Donc bon, ça va. Je pense que c'est quand même c'est des énergies positives qu'il y a dessus. Oui. Mais dans le cas où on a prêté des intentions pas très bonnes en prenant un objet en symbolique, eh bien, vraiment, ça se charge. Donc, il faut faire attention. Par exemple, un objet d'un ex. On a détesté. Non, oui, voilà, il fallait donner un exemple précis. Eh bien, un objet d'un ex. De toute façon, je vais toujours demander pourquoi tu le gardes. Ouais. Déjà, première chose. Mais c'est vrai qu'en principe, quand on a coupé avec... quand on a mis fin plutôt à une histoire, quand on a refermé un livre, c'est pas nécessaire en fait de garder des bribes de souvenirs, surtout si tu as besoin aujourd'hui d'être entière à ta relation présente. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord. Mine de rien, quand on garde des objets de ses ex, c'est quand même, il y a des traces. Après, il faut voir à quel point c'est grave. Ouais. Et si c'est d'un défunt? Mais ça se comprend. Ça se comprend qu'on garde des souvenirs d'un défunt. Ok. Mais si il y a la photo de la grand-mère sur tous les murs du salon, c'est pas bon. C'est pas bon. En fait, toute chose a sa place. Et quand je dis toute chose, en vérité, c'est toute énergie. Toute énergie a sa place. C'est-à-dire, nous avons une place. Nos objets ont une place. Les souvenirs d'un défunt ont une place. Et pour moi, ce qui est juste, c'est de donner une place dédiée dans la maison à un ancêtre. Une place dédiée dans la maison à un ancêtre. D'accord, oui. Du coup, voilà. Il y a des ancêtres en Asie. Complètement. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pourquoi? Parce que, ok, l'ancêtre a une place dans sa vie, c'est très bien, on va pas dire, on va pas vous enlever ça, mais votre vie, elle continue. Donc, il faut, voilà, donc chacun sa place. Alors, vous avez votre vie, et puis il y a l'ancêtre qui est là, il a son petit coin, et vous l'honorez, et le coin, vous le faites magnifique, vous le faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est un coin de la maison, et c'est une part de vous, et non pas tout vous, ça reste une part de vous. D'accord, ok. Et tu disais tout à l'heure sur le fait c'est important de faire le nettoyage énergétique. Concrètement, c'est quoi un nettoyage énergétique? Tu fais quoi exactement?
Eh bien, en fait, c'est de la purification. Ouais. La purification d'énergie des lieux. Ce qui se passe, c'est que, alors déjà, donc, comme je disais, donc, toute énergie, toute vibration, nous sommes interconnectés. Oui. Si, par exemple, on a une grosse dispute dans une pièce, bon, déjà, nous, ça risque de nous impacter un certain temps parce que nous sommes de l'énergie, nous sommes aussi 70% d'eau, alors ça vibre, ça peut vibrer plus ou moins longtemps, on va Ouais. dire. Et dans la maison, c'est pareil en fait. La maison, elle est la scène de ces énergies-là et elle ne peut pas évacuer toute seule. Elle peut pas, voilà. Donc, c'est pour ça que ouvrir les fenêtres régulièrement, matin et soir, 15 minutes, déjà, c'est un minimum. Ouais. C'est un minimum. Et dès que, et ça, c'est pour tout le temps dans la vie quotidienne. Ça, c'est l'hygiène quotidienne. Et le nettoyage énergétique en particulier, eh bien, c'est aussi, ça fait partie. C'est comme quand on jeûne, quand on décide de jeûner périodiquement, c'est ça fait une diète en fait. Ça fait un reset des énergies de la maison. Et donc, c'est à faire au moins une fois par an, 2 fois par an, ou voilà, ou Attends, même du coup, chaque. une, 2 fois par an, c'est quoi? C'est quel type de nettoyage? Alors là, pour le coup, c'est de passer de la sauge blanche, idéalement. D'accord, la Donc, sauge. la fumée, voilà, la fumée de la sauge blanche est très purificatrice. D'accord, ok. Voilà, des énergies. Donc, c'est passer la sauge en conscience, toujours en Oui, conscience. ouais. Toujours en conscience, rester relié à la maison. En fait, on fait un soin à la maison. C'est Hmm. comme si on allait chez l'infirmière, elle nous met un pansement, elle ne nous parle pas. Bon, certes, elle a mis le pansement, mais voilà, c'est toujours plus sympa d'avoir un lien avec la maison. Donc, quand on le fait, eh bien, on sait parfaitement qu'on est en train de soigner la maison, de lui faire du bien. Et donc, il ne faut pas hésiter à le faire en conscience. C'est ça qui est puissant, en fait, dans la purification. Donc, c'est essentiellement la sauge qui va purifier les lieux. Après, il y a d'autres, on peut rajouter du sel, il y a plein de façons de faire. Mais le minimum, c'est la fumée purificatrice. Alors, Ah si oui, pas la sauge, ça peut être. Voilà. C'est soit la sauge, soit les encens. d'accord, ok. Ah bah, Voilà. du coup, c'est pour ça que Voilà. les temples bouddhistes, par exemple, il y a des encens. Complètement. Mais Hmm. oui, parce qu'il y a plein de choses à purifier. En plus, franchement, dans les temples, voilà, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup d'émotions. Les gens, ils viennent avec beaucoup de fardeaux. Hmm. Donc, en fait, ces fumées-là permettent D'accord. de transmuter, de ramener dans la lumière, en fait, ce qui nous pèse. Hmm. Ok, Donc, c'est ça qu'on fait avec ce protocole de purification par la fumée. d'accord. Et tu as parlé du sel également. Un sel Oui, oui, normal oui. qu'on mange ou c'est un sel particulier? Ah, du gros sel, du gros sel. Ah ouais, vraiment? Bah ouais, du gros sel. Mais tu fais comment exactement? Tu le mets quelque part ou tu... Oui, tu as des petits ramequins qu'on connaît bien, nous les Asiatiques, là, les petits ramequins à sauce, là, et tu mets du gros sel dans les quatre coins, dans les quatre coins de la pièce, et Ouais. ça détoxe, on va dire, ça purifie, là, c'est purement un purificateur, et c'est vrai que le côté fumé, c'est vraiment, ça permet de transmuter. D'accord, alors que le sel, il va juste... Ah, il va purifier, il va nettoyer, il va faire son travail de nettoyage. Mais bon, après, il nettoie aussi les mémoires. Hein. Il Mais nettoie aussi les mémoires. il ne transmute pas, Comment? il ne transmute pas comme la fumée? Bah non, c'est plus il nettoie, ouais, il nettoie. Ouais. Tandis que la fumée transmute. Ouais. Ah ouais, ok. Et c'est vraiment que la sauge ou est-ce qu'il y a d'autres, la sauge, l'encens, est-ce qu'il y a autre chose? Le Palo Santo, ou je sais pas, Deux? alors, Palo Santo ou je sais pas, tu sais, il y a des Qu'est-ce que types c'est? de bois, enfin, ah, j'ai oublié le nom. Ah bah je sais pas ce que c'est, mais
Disons que oui, la sauge est connue pour être très puissante en purification. Maintenant, si à disposition on n'a pas ça, eh bien, ouais, mais c'est bien d'avoir au moins soit la sauge, soit de l'encens. Ouais. Mais, ouais. D'accord. Qui fait quelque chose qui fait de la fumée et qui transmute. Voilà. Faut pas mettre le feu, par contre. Non, faut pas. Ça c'est sûr. Mais... Pas que s'il y a un beau pompier qui vient. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu as des principes, en fait, pour maintenir le minimum d'énergie et l'harmonie d'une maison? Donc, par exemple, là, tu parlais du nettoyage régulier. Aussi, en fait, canapé, bureau face à la fenêtre, que idéalement, chaque pièce a sa fonction, que chaque chose a sa place. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais aussi rajouter là-dedans? Oui, il y avait, en tout cas, à repréciser, parce qu'on en avait parlé, hein, c'est Oui. de meubler la pièce en fonction de sa surface. Ouais. De faire attention à ne pas prendre des trop gros meubles quand c'est trop petit. Donc voilà, de vérifier qu'on choisit les bonnes tailles, les bonnes dimensions en fonction de la surface, en sorte que justement de ne pas charger inutilement le lieu et d'alourdir son énergie alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Donc il y a ça à regarder. Et puis oui, garder finalement l'essentiel, que ceux qui... ouais, on a le droit d'avoir beaucoup d'objets. Je dis pas que c'est pas bien. Il faut juste avoir conscience de ce qui est vraiment important. On peut avoir besoin de beaucoup d'objets, mais pas dans tous les domaines. Ouais. Voilà. Si ici, par exemple, il y a quelqu'un qui adore les peluches, bon, pourquoi pas, il y a plein de peluches d'un côté, mais c'est pas. Là où c'est problématique, c'est quand la personne cumule, mais quel que soit le sujet. Oui, oui. Voilà. Ouais. D'accord. Bon, voilà, donc si la personne adore les peluches et ça fait partie de ce qu'elle est, bon, pourquoi pas, ça fait partie d'elle. Tant que le reste reste dégagé et qu'on est dans un... et qu'on reste à l'équilibre sur tout le reste, d'accord. Voilà, pourquoi pas. Donc, faut voir, de toute façon. Ouais, super. Et par rapport aux directions, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir aussi? Nord-Sud, enfin, je sais pas, des règles. Déjà, on n'est pas tous sensibles aux mêmes directions. Donc ça, c'est une croyance. Ce sont des personnes, en gros. Ouais. C'est une croyance Est-ce que c'est lié à, je sais pas, à notre signe astrologique? Ouais, c'est lié à notre année de naissance. D'accord, oui. Super. Ouais. Donc notre année de naissance nous donne une première couche d'énergie, l'énergie principale en fait. On a plein, bien sûr, d'énergie, mais voilà, l'année de naissance, c'est la couche la plus dense. Ouais. Voilà. Et en fonction de cette année de naissance, on a des directions personnelles. D'accord. Donc, c'est pas forcément le nord pour tout le monde pour dormir, c'est pas forcément le sud pour tout le monde pour travailler. Ah oui, il y a aussi dormir, travailler, puis chaque chose. Ah oui. Toutes directions. Toutes les directions. Ouais. D'accord. Mais est-ce que dans ce cas-là, ça risque pas de devenir, entre guillemets, un peu mental ou analytique? Alors, ouais, je suis née telle année, donc alors absolument ça, telle direction. Et puis ça, je suis en train de travailler, alors attends, absolument, il faut que je me mette dans cette direction. Est-ce que ça ne devient pas aussi, à un moment donné, psychorigide pour certains cas? Oui. Alors, en fait, moi, j'indique les directions que quand... c'est la petite cerise sur le gâteau, en fait. D'accord. J'indique les directions quand vraiment on peut le faire. Ce qui importe avant tout, c'est d'être face à la vie. Ah oui, super, j'adore. Voilà, c'est toujours ça. C'est la règle, c'est d'être face à la vie. Ouais. Donc, si
si par exemple, ça peut arriver, et ça arrive tout le temps, à vrai dire, que ta fenêtre soit dans une direction qui soit en principe défavorable pour toi, eh bien, déjà, il faut se poser la question, c'est quoi qui est défavorable? Mine de rien, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas... Et moi, je préfère qu'elle soit face à la vie parce que de toute façon, c'est peut-être juste son chemin. Ah oui, c'est peut-être juste son chemin. C'est très, très bien dit ça. Est-ce que tu peux Et même quand je dis c'est pas que c'est peut-être, c'est ma conviction. C'est comme ça que je travaille. Donc moi, je me respecte en fait. D'accord. Ça veut dire quoi exactement du coup pour toi? C'est peut-être son chemin. Enfin, en tout cas, c'est son chemin. C'est son chemin. Oui. Eh bien, c'est que les lieux de vie nous parlent en fait du chemin de la personne, ce qu'elle est venue travailler à ce moment-là et dans cette étape de vie. Et c'est pas forcément des chemins très faciles. Et pour moi, il faut faire face. Ouais. Donc jamais je vais lui mettre dans une direction qui est censée être favorable, mais qui la met dos à ce qu'elle est venue travailler. Ça n'a pas de sens. D'accord. Ouais, intéressant. Et du coup, c'est-à-dire que peut-être que là, dans la direction, dans là où en fait le logement est, c'est peut-être pas du tout favorable, mais du coup, en fait, vu que c'est son chemin, donc ça va créer quelque part des événements dans la vie afin qu'elle puisse en fait vivre ces événements-là, en comprendre quelque chose, et lorsque c'est résolu, ben, peut-être que c'est le moment d'aller ailleurs. Oui, il y a de ça. Ça peut être ça. D'accord. Mais c'est en aucun cas bloquant pour moi. C'est vrai que quand on étudie le feng shui, il y a beaucoup de... Ça semble manichéen. Ça semble quoi, manichéen sur c'est bien, c'est pas bien, c'est favorable, c'est défavorable. Ouais, ouais. Voilà. Wow. Eh ben, c'est pas comme ça que pour moi, tout a un sens. Tout à fait. C'est pour ça que j'apprécie énormément ton état d'esprit, la manière justement tu pratiques le feng shui. Ça se transparaît en tout cas dans le texte de description de ton groupe Facebook. Et justement, pour moi, en fait, tu es dans l'accueil de ce qui se passe, de la personne et surtout de la vie. Il n'y a pas ce côté de culpabilisant. Ah oui, mais c'est normal que vous vivez ça parce que ça, c'est ici. Changez ça tout de suite. Tu vois, c'est vraiment d'accord. Mais justement, comme tu disais, tu mets un sens dans chaque chose et que du coup, quand la personne prend conscience de ça, elle peut aussi faire le choix de s'accueillir elle-même dans le sens que ça représente. Et c'est ça justement qui est entre guillemets thérapeutique et qui va soigner la personne. Et pas forcément d'obligation de changer absolument pour créer quelque chose, parce que simplement en accueillant la place des choses là où elle était, parce que justement ça reflète nous-mêmes, en accueillant, en acceptant ça, avec conscience, avec amour, du coup on se dit mais je m'accepte telle que je suis, même si c'est pas parce que c'est mon chemin et c'est ok. Tout compris, tu as tout compris, c'est exactement comme ça que je travaille, tu as tout compris. Super, alors j'adore. Et raconte-moi ton parcours, justement, comment tu es arrivée à ça? Comment je suis arrivée à ça? Eh bien, j'étais consultante dans la banque et la finance. C'est très young, ça, non? J'ai commencé comme ça. Oui. C'est très young et c'est des flux. Oui. C'est des flux financiers, c'était ça mon truc. Et comment j'ai basculé, en fait, c'est grâce, on va dire, à une mission client que j'ai faite qui était très délicate. Ouais. Où j'ai rejoint une équipe qui était en situation pour moi, de détresse. D'accord. Tu as rejoint une équipe de détresse. Oui, voilà. En fait, en mission, j'étais en accompagnement d'une équipe en détresse et ça m'a fait ça m'a fait prendre conscience du monde à double vitesse en fait dans lequel on vit et des répercussions en fait sur des êtres humains qui sont pleins de bonne volonté. J'ai vraiment été marquée par cette équipe qui restait, c'était des femmes,
C'était des femmes très vaillantes et qui sacrifiaient leur santé, leur vie personnelle pour des projets, pour des choix en fait d'entreprise extérieurs à elles. Et en fait ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait la douche froide de voir tout ce qu'elles sacrifiaient pour ça. Et quand je dis sacrifice, c'est véritable. Hein. C'est des vrais problèmes de santé, c'est pas un rhume. Ouais. Il y avait des vrais problèmes de santé très graves. Et elles allaient quand même au travail. Elles étaient... Voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais voilà, c'est dans quel... Mais pourquoi je fais ça en fait? Ouais. Si c'est pour arracher ces femmes à leurs maris, à leurs enfants, ça me fait... tu vois? Oui, je ressens. Je ressens, ouais. Et ça n'a pas de sens en fait. C'est très beau. Ouais. Ça n'a pas de sens pour moi. Et en fait, j'ai fait un burn-out en fait. J'ai fait un burn-out. Ouais. J'ai fait un burn-out. Je me suis réveillée un matin, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus travailler. J'avais juste envie de vomir. Mon corps était à l'arrêt. Donc, c'est cette expérience marquante qui a tout fait basculer. Donc, pour moi, ce n'est pas une expérience négative, elle était nécessaire, elle fait partie de mon chemin. C'est ça qui a révélé quelle devait être ma place en fait dans la société. J'avais compris que ce n'était pas là. Ouais. Que j'étais venue faire de la finance et compagnie pour voir ça. D'accord, ouais. Et donc, arrêt maladie, tout s'écroule. Ben, qu'est-ce que si tu peux plus travailler, tu fais quoi? J'ai fait, toute ma vie, j'ai poursuivi cet objectif de faire des études de finance, de faire de la finance. Ça fait quel âge à ce moment-là? 31. D'accord. Moi, quand j'ai quitté ma base, j'avais 30. Voilà, c'est l'âge. Dans ces zones-là, ouais. Ouais, c'est ça, 31. J'ai pas 31 années, ouais. Ouais, vas-y, pardon. Ouais, voilà. Alors, oui, voilà, j'ai fait un arrêt maladie, puis là, c'était urgent pour moi de savoir, je fais quoi maintenant, en fait. Et au départ, je voulais garder mes compétences, mais pour des projets qui ont plus de sens, tels que le développement durable. Et pourquoi c'était urgent pour toi à ce moment-là parce que mon corps ne réagissait plus. Ouais. Tout simplement. Donc, c'est-à-dire que là, je ne pouvais pas rester comme ça, en fait. Donc, j'ai été forcée par mon corps à trouver qu'est-ce qui allait le réanimer. D'accord, ouais. Ouais, c'est séance de réanimation, là. C'était ça. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Donc, voilà, au départ, j'étais partie sur, comme je connais le métier de consultant, mais que, en fait, c'est les projets bancaires qui ne me vont plus, peut-être que je vais faire des projets de développement durable, des choses comme ça. Et en fait, au final, en continuant de cheminer, en continuant de cheminer, je faisais, en fait, c'est une voix en fait qui m'a dit de faire du feng shui. C'est assez particulier. Hein. Oui. C'est assez particulier. Ça, c'est venu au moment où après ma dépression, après mon arrêt maladie, les relations avec mon employeur se sont beaucoup dégradées. Et là, je sentais que même le système de salariat, j'en pouvais plus. Ouais. En vérité, c'est ça qui s'est passé. Et je me suis dit, bon, là, si ça aussi, t'en veux plus, ça veut dire que va falloir que tu crées ton activité, mais dans quoi? Et c'est en posant cette question
Je savais pas que je posais une question à l'univers. Je connaissais pas tout ça. Ouais. Pour moi, je faisais de la finance, j'avais des chiffres, voilà. J'ai juste dit, si je crée mon activité, quelle est la valeur que je peux apporter au monde. Et j'ai entendu dans ma tête Feng Shui. Je ne savais pas qu'en fait, j'avais posé une question à un moment supérieur à ce moment-là et que j'ai eu une réponse de mon moi supérieur. Ça, maintenant, je peux le dire, mais à l'époque, je n'avais rien compris. Ouais. J'ai eu ce mot-là dans la tête et il m'a trotté dans la tête pendant 24 heures. et j'ai mis fin à ce brouhaha en disant « Ok, je vais faire du feng shui, c'est bon. » et je connaissais que de nom. Oui, bah oui. Ouais. Et voilà, et je me suis lancée pour la première fois sur une intuition, sur quelque chose de pas du tout rationnel. Et comment t'es arrivée justement à ta formation Feng Shui? Comment tu as justement suivi ton intuition? Je pense que j'ai été très guidée, merci mes guides. Je pense que j'ai été très guidée parce que je suis tombée sur des écoles de Feng Shui traditionnelles directement, sans savoir qu'il existait un Feng Shui occidental. Je connaissais rien. Ouais. Je connaissais rien. Sur Internet ou t'es allée quelque part Non, je suis allée sur Internet. Ouais, d'accord. Je suis allée sur Internet, chercher des formations et je pense que voilà, mes guides m'ont aidée à ne trouver que le Feng Shui traditionnel. Et j'ai découvert pendant ma formation en Feng Shui traditionnel qu'il existait l'autre Feng Shui. Moi, je ne savais pas. Donc, tu as juste choisi le truc traditionnel. En fait, j'ai choisi parmi deux écoles, parmi deux styles d'école de Feng Shui traditionnel et j'ai retenu le Feng Shui Research Center. Parce que c'est la position d'humilité en fait, du fondateur qui m'a plu. D'accord. Mais c'est en France, l'école? En fait, c'est international. Le maître fondateur, c'est Joseph Yu. Il est chinois. Il est établi au Canada. D'accord. Donc, il a monté son école et puis il a des professeurs accrédités partout dans le monde. D'accord. Et donc, c'est combien de temps de formation? Comment ça se passe, ces formations? Eh bien, c'est des formations qui durent à peu près 1 an. Ouais. Qui durent à peu près 1 an. Et moi, je me suis formée 2 ans. D'accord. Ouais, je me suis formée 2 ans parce que j'ai fait plusieurs professeurs. J'avais besoin d'avoir plusieurs approches. Et tout en restant dans la même école. Ouais. Ah oui, d'accord. Et ça se passe comment en fait? C'est des modules espacés, puis après vous avez des pratiques. C'est quoi? Comment ça se passe? Ouais. Oui, c'est ça. En fait, ça dépend. Du coup, comme j'ai eu deux professeurs principalement, eh bien, dans un cas, on apprend à son rythme. Ouais. Alors, tout est en ligne, on apprend à son rythme. Et dans l'autre cas où j'étais en perfectionnement, parce que j'avais déjà fait quand même toute la formation, donc c'est un professeur qui travaille plutôt en module étalé sur une année. D'accord, ouais. Voilà. Mais moi, j'avais pris qu'un seul. Tu avais pris qu'un seul module? Oui, un module, voilà, un seul module pour me perfectionner. Mais après, de toute façon, oui, après la pratique, après l'apprentissage théorique, effectivement, pour avoir la certification praticien, eh bien, on pratique. On pratique dans le feng shui des particuliers et le feng shui en entreprise. Et on présente 2 cas. Donc, justement, un cas chez un particulier et un cas plutôt entreprise, en tout cas pas de maison.
Voilà. Oui, effectivement, Feng Shui entreprise, justement, c'est le même principe qu'à la maison. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu as aussi un exemple en fait à partager? Eh bien, oui, c'est exactement le même principe, mais pour les gens, c'est pas évident de comprendre que c'est exactement le même principe. Voilà, on assimile le feng shui à un art du bien-être chez soi et donc on comprend pas trop ce que ça a à faire dans l'entreprise, à part se dire que ah oui, on va mettre du bien-être dans l'entreprise et donc voilà, c'est tout. Alors qu'en fait, le feng shui, comme j'avais dit, c'est la relation de l'être humain avec les lieux, point. Oui. Donc, donc qu'on soit chez soi, c'est ça, qu'on soit chez soi ou en entreprise, le feng shui s'applique déjà. Et en entreprise, effectivement, on va regarder encore plus, enfin, on va regarder comme chez soi l'équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire le fait d'avoir des équipes qui soient soudées, qui ne soient pas en conflit, qui sachent communiquer, où chacun a sa place, ça c'est yin. C'est super important. Oui. Et ensuite, une entreprise où les collaborateurs se sentent stimulés dans leur production, se sentent productifs et créatifs. Voilà, tout ce qui est lié à leur travail, à leur production, ça c'est le yang. Donc le feng shui est tout à fait applicable et tout à fait recommandable dans les entreprises pour pour créer un cercle vertueux de réussite. Ouais, super, ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement des open space ou des lieux, ou plutôt le contraire, le traditionnel, ben voilà, chacun sa place, même le grand chef a son propre bureau tout seul. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, l'open space, oui, me pose problème. Ouais. Clairement, parce que on est beaucoup trop dans un même espace. Ouais. Donc, on n'a plus trop son espace en fait. En fait, c'est ça, c'est que dans l'open space, ce qui manque, c'est le yin, c'est l'ancrage. C'est le fait que le collaborateur sente qu'il a totalement sa place dans l'entreprise. C'est un mode de fonctionnement qui est plus beaucoup trop yang du coup, beaucoup trop yang où l'esprit d'équipe est plus difficile à s'installer. Après, il y en a qui disent au contraire, en open space, c'est plus facile, je communique avec les autres, je me sens bien et tout ça, mais c'est pas tout le monde. Franchement, c'est vraiment une minorité qui s'éclate en open space. D'accord. Pour les autres, c'est en plus, on est dans une ère où tout est digitalisé. On est beaucoup en communication Internet et on fait des webconférences, machin. On ne peut pas faire ça en open space. On ne peut pas faire ça en open space. Sinon, là, c'est la salle des marchés, quoi. On est tous voilà, marché financier, les traders. Donc, c'est hyper stressant en fait, comme voilà. L'open space, quand même, est plus favorise quand même plus, je dirais, le stress que des bureaux traditionnels. Les bureaux traditionnels. Maintenant, si on revient aux bureaux traditionnels, ils sont quand même à améliorer. Ils sont quand même à améliorer. Parce que pourquoi ce que tu entends par bureau traditionnel? Oui, alors les bureaux traditionnels, c'est les bureaux où le chef a son bureau, le manager a son bureau. D'accord, ouais. C'est le contraire de l'open space, en fait. On a
Il y a quand même un mini regroupement par service dans une même pièce. Donc, les mini regroupements par service dans une même pièce, mais c'est quand même pas mal parce que ça crée une cohérence aussi. Ouais. Ça crée une cohérence. On sait dans notre tête que ici c'est la communication, c'est le service marketing. On sait qu'ici c'est le service compta. Bon, mine de rien, dans l'esprit, le fait de délimiter les espaces avec les fonctions, ça nous permet de bien comprendre quel est le rôle de qui dans l'entreprise et mine de rien, ça facilite les choses. Et ça suit le principe, chaque chose, chaque personne voilà. a sa place, sa fonction. Voilà, chaque chose a sa place. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des espaces communs. Ouais. C'est là où en fait on peut mixer un petit peu. On peut avoir des espaces communs à définir. Qu'est-ce qu'on y fait dedans, comme les salles de réunion ou des salles de repos, les cafettes. Voilà. En fait, il faut définir c'est quoi l'espace commun. D'accord. Voilà. Mais sinon, voilà, je pense que aujourd'hui, si on devait moderniser l'aménagement des bureaux d'entreprise en respectant le feng shui, il y aurait un équilibre entre des espaces privés et des espaces partagés. D'accord. Et du coup, toi, dans ton métier, maintenant, ça fait combien de temps justement que tu es lancée? Moi, en fait, ça fait 1 an. D'accord. C'est assez récent. Waouh. Ouais. Oui. Ça fait 1 an que tu es sortie de l'école? Oui. D'accord. Oui. Ok. Oui. Donc, et tes clients, c'est qui? Est-ce que tu travailles aussi en fait sur le feng shui en entreprise ou c'est quoi? Comment? Alors aujourd'hui, je travaille essentiellement avec les particuliers et pour les entreprises, pour les entreprises, c'est quelque chose que je tiens à développer, j'espère, sur 2021. Ouais. Voilà. Ouais. Et j'ai vu aussi en fait, alors, ton groupe Facebook, alors comment il s'appelle déjà? Est-ce que tu pourrais dire? En parler un petit peu? Je reprends ma place avec amour. Je me souviens même plus, avec mon feng shui et mon bazi, quelque chose comme ça. Oui. Attends, on va regarder. Je reprends ma place avec. Alors justement, c'est ce mot que je ne sais pas trop ce que c'est. Avec mon bas. Ouais. Bazi. Bazi. Alors bon, là, pour ceux qui suivent cette vidéo, je mettrai justement le lien en commentaire et aussi dans mes commentaires Facebook. Mais c'est quoi le bazi justement? Alors le bazi, c'est le thème de naissance en fait. Ah, Des d'accord. personnes. Donc effectivement, le bazi permet de décoder quel est le. Bon, c'est à l'envers. Ça, oui. Je reprends ma place avec amour. Voilà, c'est ça. Avec mon feng shui et mon voilà. bazi B-A-Z-I. Et mon bazi. Voilà, qui s'écrit Bazi, B-A-Z-I. Donc, ce groupe est dédié à reprendre sa place avec amour, la première chose. Et je pense que tu l'as bien compris dans mon approche du Feng Shui. Et avec le Bazi, c'est pareil. En fait, le Bazi, on va étudier le thème de naissance de la personne et je vais pouvoir aider la personne à comprendre vraiment qui elle est et à reprendre confiance dans qui elle est. C'est essentiellement ça, l'intérêt du Bazi, c'est de comprendre son chemin, de reconnecter à qui on est, de se respecter tel qu'on est, de respecter aussi, de comprendre pourquoi on vit certaines choses et que c'est pas forcément une tare. C'est quelque chose qu'on a choisi de traverser. Et si on a choisi de le traverser, c'est qu'on a la force de le traverser. Et en fait, je fais la connexion avec les deux pour que le Feng Shui, justement, puisse soutenir la personne dans son chemin de vie. Ouais, et ça, c'est le Bazi qui l'indique, le chemin de vie. Oui. Encore que le Feng Shui dit beaucoup de choses sur le chemin de vie aussi. Mais alors, avec le Bazi, on a une confirmation globale. Ouais, on a tout. On a tout, alors que dans le Feng Shui, on a la part du chemin de vie, en fait, qui va être travaillée le temps de vivre dans cette maison.
D'accord, ouais, ouais. C'est comme en fait un chapitre du Exactement. livre. Exactement. D'accord. Ouais. Et du coup, en entreprise, tu fais comment? Enfin, est-ce qu'il y a aussi un calcul de base en fonction des employés ou il y a aussi un calcul général de l'entreprise, par exemple, en fonction de l'année de naissance entre guillemets, de l'entreprise? Comment ça pourrait se passer? On pourrait tout faire. Si les managers sont ouverts à tout, on peut tout faire. L'intérêt de travailler le badge spécifique en entreprise, ça peut aider les managers déjà à comprendre eux comment ils fonctionnent et de deux, comprendre comment fonctionnent les autres. Donc voilà, les personnes avec qui, avec les collaborateurs. Donc, c'est toujours intéressant en fait de regarder les interactions énergétiques. Voilà pourquoi telle personne est plus introspective et puis l'autre qui va qui va y aller franco tout de suite. Donc ça permet de savoir comment fonctionne chacun et d'ajuster selon les forces des uns et des autres, les analytiques, comment dire, les communicants. Voilà, les créatifs, les comptables. C'est vrai qu'il y a particulier. Mais aussi voilà. Remettre les personnes à leur place par rapport à leurs compétences et caractères. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours intéressant à voir. D'accord. Après, si on veut pousser la chose plus loin, vraiment loin, on peut regarder aussi le badge de l'entreprise à partir du moment de son immatriculation. À partir du numéro d'immatriculation de l'entreprise. Alors là, c'est ça? J'ai pas bien entendu. Pardon. Oui, à partir du. Excuse-moi parce que la connexion n'est pas stable chez moi, donc des fois ça coupe et je ne sais pas en fait. Voilà. Oui, si on veut pousser plus loin, on peut même regarder le feng shui de l'entreprise, mais aussi son badge, c'est-à-dire la date à laquelle l'entreprise a été créée. Ça donne une idée de quel chemin l'entreprise traverse. Oui, d'accord. Et oui. Est-ce que finalement on peut faire une sorte de simulation si je pousse les choses à l'extrême en disant j'ai envie de créer mon entreprise, alors c'est mieux de créer à telle date? Bien sûr. Le badge, la force du badge, c'est le décodage du temps, c'est l'utilisation des forces temporelles pour sa réussite. D'accord. C'est à la fois un outil de connaissance de soi et un outil d'utilisation des forces temporelles dans nos stratégies de décision. Wow, intéressant. Donc du coup, tu peux aussi faire une sorte de conseil pour un entrepreneur, par exemple. Ouais, j'ai envie de lancer mon entreprise. Oui, tout à fait. Les dates sont importantes dans l'énergétique. J'allais dire chinoise, mais en fait, c'est l'énergétique. C'est juste que les Chinois l'ont développé. Voilà. Oui, et du coup aussi, il y a aussi en fait à quelle date justement je fais un enfant, entre guillemets, à quelle date je me marie et tout ça. Enfin, je sais qu'il y a en Asie, en fait, il y a des spécialistes, on va aller les consulter pour dire alors moi je veux faire ça, quand est-ce que je dois le faire? Oui. Quand est-ce que l'énergie temporelle voilà, porte mon projet? Oui, tout à fait. D'accord. Super. Et moi, j'ai vu également sur ton groupe Facebook que tu disais que tu avais une certification, c'est ça? Pour, enfin, en tout cas, pour la formation, quelque chose comme ça. Tu veux dire la dernière nouvelle que j'ai annoncée? Oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai annoncé qu'effectivement, je suis habilitée maintenant à former en Feng Shui en Badze. Donc, je peux former et je peux certifier aussi. Waouh, super. Et comment ça se passe justement si on a envie de choisir pour la formation? C'est quoi? Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? En fait, là, je formerai au parcours classique qu'on suit au sein du Feng Shui Research Center. D'accord. Donc, la formation se fait dans l'école, enfin dans le centre. Dans le cadre, oui, voilà, je deviens professeur du Feng Shui Research Center. Et donc, je fais la formation complète, approfondie, comme je l'ai appris, avec quand même mon approche. Puisque oui, j'ai cherché plusieurs professeurs et j'ai développé aussi mon approche. Waouh, super. Donc, du coup, c'est aussi sur un an, si je comprends bien. Oui, ça, c'est un minimum.
Ouais. Feng Shui et Bazeu, pareil. Hein. Ça prend du temps de se former à ces disciplines parce que ça nous apprend la vie en fait. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Non, ça se fait pas dans un bouquin qui te dit changer de direction. Ça va bien au-delà de ça. Est-ce qu'il y a le choix en fait de faire des modules séparés sans forcément en fait faire tout un an, ou est-ce que c'est quand tu as choisi la formation, c'est obligé, tu suis tout sur les un an? Oui, de toute façon, il y aura la formation officielle qui sera complète et que bien sûr, les gens peuvent arrêter en cours de route, mais il y aura toujours la façon dont je vais faire la formation. On va commencer par des basiques qui seront toujours vrais, comme quand j'ai dit se mettre face à la vie. Oui. Voilà, ça c'est un basique, ça va être module 1 et même si on ne fait pas tout le reste, ça vaudra pour toute votre vie. Voilà. Quand on va jusqu'au bout, effectivement, on rentre dans le détail énergétique des lieux qui nous aide à interpréter l'âme de la maison. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Pour moi, c'est l'âme de la maison. On comprend à la toute fin, en toute fin de formation. D'accord. Après, ensuite, je réfléchis. Pour l'instant, pour faire des ateliers un petit peu plus moins lourds, c'est-à-dire de ne pas forcément passer par toute la formation. Donc ça, c'est quelque chose, je réfléchis encore comment je vais faire ça. D'accord, super. Et justement, c'est quoi le coût de la formation, si on passe par toi, en fait? Je n'ai pas encore défini. D'accord. Je n'ai pas encore défini, très sincèrement. Ok. Ouais. La formation, justement, je viens d'avoir l'accord et j'ai à la créer, en fait, la formation. Donc là, je ne vais pas vous dire que je ne sais pas. D'accord. Et toi-même, en fait, lorsque tu as suivi, c'était après. Quand toi-même tu as... Oui, en fait, lorsque j'ai suivi, oui, effectivement, c'est une bonne question. L'ordre de prix, c'est dans les... ça a dépassé 2500 en moyenne. D'accord, ouais. Pour un an, en gros, si tu fais tous les mots. Le cursus complet, le cursus complet. D'accord. Et si on a envie de faire appel à toi, par exemple, je suis un particulier et j'ai dit, tiens, j'ai envie que tu vois mon lieu de vie. Donc déjà, il y a le Feng Shui. Mais si je comprends bien, il n'y a pas forcément... Tu mets toujours le Bazu avec ou pas forcément? Ça dépend. J'encourage à mettre le Bazu avec, mais voilà, on peut déjà travailler en Feng Shui seul, c'est déjà énorme ce qui se passe en Feng Shui seul. Mais j'encourage de toute façon à travailler Bazu avec parce que ça fait encore plus sens. D'accord. Mais du coup, comment ça se passe avec toi? Combien de séances? Quel prix? Est-ce que tu pourrais en parler? Enfin, si c'est OK pour toi, bien sûr. Oui. Oui, alors en Feng Shui, déjà, je travaille sur plusieurs séances. C'est pas du tout du one shot où j'arrive dans la maison. En fait, on pense que il suffit juste que je visite la maison pour dire les choses et c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a une expertise, il y a une véritable expertise qui est faite en amont avant même de visiter le lieu. Je peux déjà, j'ai toute l'énergie de la maison que je peux décoder juste avec le plan. Ah oui. Et la date de construction. Donc, il y a encore une histoire de moment, hein, ah oui. de temporel. La date de construction et le relevé des directions. Waouh. Donc ça, c'est comme des coordonnées de naissance de la maison. Ouais. Parce que j'ai les coordonnées de naissance de la maison ainsi que son plan pour voir comment elle est organisée, eh bien, juste avec ça, j'ai toute la matière pour faire 90% de l'expertise avant même que j'ai visité. Donc, je sais c'est qui. En fait, je sais c'est quoi la maison, je sais c'est quoi ses problèmes,
J'ai pu regarder aussi son entourage. Enfin, je dis son entourage. Son entourage, c'est quoi? C'est l'environnement extérieur. Ouais. Voilà, donc il y a tout ça qui est regardé déjà avant. Et si je n'ai pas fait ça, je ne peux rien dire sur la maison. Ouais. À part dire ah oui, bon, quand même, ton canapé, tu peux effectivement le mettre face à la fenêtre. Oui, ça, je n'ai pas besoin d'expertise pour ça. Mais quand même, l'essentiel de mon travail est basé sur cette expertise-là. C'est cette expertise qui me permet de lire en fait vraiment l'âme. Qu'est-ce que cette maison elle-même traverse et fait vivre à ses habitants. Et cette expertise-là, je la mets en corrélation avec le vécu de la personne. Et des fois, ça peut être un foyer. Il y a le mari, il y a les enfants. Donc, en fait, je suis sûre, quand je fais un accompagnement, c'est pas one shot, c'est assez long, en fait. Enfin, c'est long. On passe bien 5 séances. Ouais. Et à comprendre. Ouais. Comment? À chaque fois, à comprendre. Ouais, c'est ça. Par séance. Comment? Combien de temps par séance? En fait, il y a une première séance qui est une séance d'état des lieux. Ouais. État des lieux raconté par la personne. C'est-à-dire, c'est elle qui m'explique qu'est-ce qu'elle vit dans la maison, qu'est-ce qui la gêne, qu'est-ce qu'elle voudrait. Et cette séance-là, elle est guidée par ma pré-expertise. Donc, grâce à ma pré-expertise, je peux toucher des points qu'elle ne savait même pas que c'était lié à sa maison. Ouais. Donc voilà. Donc, dans cet état des lieux, justement, on fait ça. Je laisse la personne parler et en même temps, je lui demande de s'exprimer sur des points que j'ai vus qu'elle n'a forcément pas vus. Donc ça, c'est une première, séance. Ensuite, idéalement, je visite la maison quand même. Ouais. C'est-à-dire que la première séance, si je peux pas par vidéo comme ça, mais idéalement, c'est quand même que tu sois sur place, si je comprends bien. La première séance d'état des lieux, on peut se le faire par visio, comme on se parle là. Voilà. Ensuite, il y a l'étape de visite des lieux. Visite, comment dire, sur place idéalement, sinon virtuelle. Mais bon, le virtuel, ça marche pour des lieux qui sont pas trop compliqués. Ouais. Voilà, dès lors qu'il y a 3 étages, il y a des extensions, c'est mieux quand même que je visite. Oui. Et lors de cette visite des lieux, là, ici, je vais pouvoir me rendre compte vraiment sur place comment ça a été aménagé, comment la personne a nourri le lieu. Voilà. Et à ce stade, c'est quand même assez rare que j'ai déjà des préconisations. Ouais. Parce que j'ai besoin de tout intégrer. J'ai besoin d'intégrer l'expertise qu'on a faite, l'état des lieux, ce que j'ai vu de la visite, avant de dire bon on va peut-être faire ça comme ça, parce que là j'ai besoin vraiment de tout agréger. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'un espacement entre les 2 séances ou pas? Oui. En fait, il y a le temps dont j'ai besoin. Il y a le temps dont j'ai besoin. Donc, bon, je pense qu'en une semaine, j'ai quand même compris la chose, mais on parle quand même de vie, de vécu, d'histoire des gens. Et voilà. Et bon, grâce à l'outil du Feng Shui, c'est ça qui est génial. C'est que quand on est expert Feng Shui, on a énormément d'outils pour avoir une vision globale de ce que vit la personne. Une vision même détaillée, même très détaillée de ce que vit la personne. Mais toujours est-il qu'on fait vivre quand même, on fait vivre l'analyse Feng Shui tout au long de l'accompagnement parce qu'on ne peut pas tout voir à 100% et puis ça dépend ce que la personne conscientise à l'instant T.
Oui. Enlève, Et c'est ça, c'est aux petits oignons. On enlève les couches d'oignons, elle conscientise quelque chose là, et puis elle va conscientiser autre chose dans un mois. Et c'est important. Ouais. Donc c'est pour ça que à l'issue de la visite, il y a des choses que je peux dire, que je vais voir direct, hein, évidemment, mais il n'y aura pas toute l'expertise en entier. Enfin, il n'y aura pas les conseils en entier. Ça, en fait, ça va vivre le long du suivi que je fais à la personne. D'accord. Et donc, c'est-à-dire que quand une personne vient te voir, c'est déjà au minimum 5 séances, par exemple. Ah oui, ah oui, c'est pas possible. Oui. Et du coup, peut pas. Oui. Non, vas-y. Non, mais c'est exactement ça. C'est pas possible de juste visiter la maison et de dire tu fais ci, tu fais ça. C'est pas possible. Je travaille vraiment à faire évoluer la personne le mieux possible sur son chemin, qu'elle apprenne à s'accepter, qu'elle apprenne même qu'elle prenne conscience de douleurs qu'elle ne voulait pas voir. C'est beaucoup d'accompagnement de vie. C'est un vrai accompagnement de vie, en fait. Bah oui. Et ça coûte combien, justement, une séance, ou comment c'est pour toi, en fait? C'est pas une séance, du coup, c'est tout l'accompagnement qui est facile sur 5 séances, qui inclut aussi le nettoyage énergétique qui va se faire en conscience et qui va se faire avec mon assistance. Donc, on va compter c'est vraiment sur du 3 pièces. Hein. Je vais donner un exemple sur 3 pièces. Après, c'est différent sur un studio de 3 pièces. Et puis, les 4 pièces, piscine, machin, les villas, ça, c'est autre chose. Mais voilà, globalement, sur un 3 pièces classique, je vais proposer un tarif qui est c'est un peu moins de 1000 €. C'est 900 quelque chose. D'accord. 990. C'est un parcours ou c'est vraiment les 5 séances et puis après on rajoute si besoin ou... Non, c'est tout le parcours avec tout le suivi, avec les conseils qui sont donnés, qui sont suivis et l'assistance à ce qui évolue dans sa vie, parce qu'on a besoin de validation. Ouais. Parce que oui. À quel moment tu sais que du coup là on s'arrête? Quand la personne elle a compris tout ce qu'elle voulait mettre en place. De toute façon, ça se fait sur les 5, je pense qu'elle a tout bien compris. Elle a tout bien compris ce qui se vit. Et puis, si vraiment il y a quelque chose il y a quelque chose il y a un événement qui n'a pas été prévu, elle peut m'appeler. Mais normalement, sur les 5, on a bien... tout balayé. On a bien... oui, puis on a bien cerné, en fait, l'énergétique de la maison. D'accord. Ok. Et en fait, ces 5 séances-là, en moyenne, ça dure combien de temps, étalé sur le temps? La première en état des lieux, c'est à peu près 1h30. La visite, je peux passer 3 heures facile. Ah ouais. Ouais. La restitution, dans un premier temps, je peux passer 2 heures, mais de toute façon, la personne a besoin d'intégrer. Donc, il va y avoir une redite il va y avoir une redite. Après, c'est des 1 heure. Parce que du coup, on reprécise. D'accord. On reprécise et on met en place, voilà. Et on met en place les recommandations dans un ordre particulier. Donc, je ne demande pas de mettre tout en même temps. Ah oui. On va y aller mollo. Déjà, quand j'arrive et que je dis les choses, déjà, il se passe des choses. Donc oui, non. L'idée, c'est pas de tout mettre, de tout faire d'un coup sans comprendre ce qu'on fait. J'accompagne la personne à mettre les choses petit à petit, à sentir en fait qu'est-ce qui s'est passé quand elle a fait ça, et ensuite d'avancer. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'accompagnement, la personne va acquérir une autonomie de relation avec son lieu de vie.
Elle va comprendre que, parce que j'ai acheté un meuble qui fait 3 tonnes, ça me fait ça. C'est normal. Tu le sais. Maintenant, tu n'as pas besoin de moi, en fait. Et d'ailleurs, elle ne le fera pas. Voilà. Donc, c'est ça l'accompagnement. C'est pas d'avoir le pouvoir sur l'autre, c'est de lui donner l'autonomie de sa relation avec. Et reprendre son pouvoir et sa place. Exactement. Et il y a aussi le temps d'intégration, justement. Complètement. C'est long. Enfin, c'est long. Ça ne se fait pas en one shot. Oui, c'est comme en fait une plante, pour qu'elle germe, pour qu'elle devienne un arbre, ça a un certain temps et c'est pas genre, demain, tu es un gros arbre, quoi. Et ça peut être, je sais pas, en 1 mois, en 5 mois, c'est comment pour toi, en général? En général, c'est... En fait, ça dépend le temps que la personne met pour mettre en place les choses. Mais déjà, dans les premiers instants, il y a beaucoup de choses qui se passent avec très peu. Ouais. Et après, c'est du suivi. Et donc, le suivi, ça peut durer, on va dire, dans les 3 mois. On va dire que globalement, le gros de l'accompagnement, c'est assez intense sur les 2 premiers mois. Ouais. Et après, on suit comment ça évolue. Déjà, la personne comprend mieux ce qui se passe. Elle est plus surprise par ce qui se passe. Voilà, donc je dirais c'est intense sur 2 mois et après, c'est du suivi qui peut être sur 3-4 mois. Ça dépend comment la personne met en place les choses. D'accord, super. Ouais. Eh bien, franchement, ça me donne envie. Moi, j'ai envie, du coup, là, en écoutant, ça m'intrigue et ça me parle aussi. Et j'ai envie aussi de faire appel à toi pour éventuellement travailler ensemble. Et comme ça, je pourrais faire des témoignages à travers mes vidéos. Et merci beaucoup pour ta disponibilité, tes explications claires, la personne que tu es, l'énergie que tu dégages, les messages. Je suis vraiment très très contente d'avoir fait cette interview et j'espère que voilà, tous tes projets se mettent en place et que à travers cette interview, ça pourrait donner aussi l'envie à d'autres personnes de faire appel à toi également. Je mettrai également du coup, tes coordonnées si tu es OK. OK. Et comme ça, les gens pourraient te contacter et même à travers ça, en fait, j'aime bien l'interview comme ça puisque ça rend aussi un côté naturel et on apprend aussi à te connaître d'une manière aussi très naturelle et spontanée. Et comme j'ai senti que tu es une personne, en tout cas, qui est justement dans cet accueil, dans cet amour, dans une approche feng shui, mais pas superficielle quelque part. Mais c'est vraiment en fait dans le cœur de l'humain, de la personne. Et c'est finalement, c'est thérapeutique, entre guillemets, sans le dire d'une manière claire, et qui finalement met l'essence et la conscience dans les choses, dans chaque chose, dans sa vie, et ça crée en fait cet accueil et du bien. Ça ramène en fait la personne à la connexion avec soi-même, son lieu de vie, mais du coup à son intérieur, son environnement. Et du coup, finalement, la paix et l'harmonie à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, c'est vraiment super. J'adore. Et bien, merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, merci. Avant de terminer, est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de partager, de transmettre en fait à ceux qui regardent cette vidéo? Ah, tu m'as tellement permis de dire l'essentiel que je ne me sens pas frustrée là comme ça. Ah, super. Je pense que le message est passé sur le fait que c'est important de se donner de la place. C'est vital, c'est pas égoïste, c'est la vie. Et en fait, avec le feng shui, on peut changer beaucoup de choses quand même avec très peu. Et pourquoi ça change beaucoup? Parce que petit à petit, on prend place. Et ça, c'est ça qui fait la puissance en fait de nos actions en feng shui.
Et voilà, si j'ai quitté cet emploi que j'avais avant, c'est pour accompagner les personnes à se redonner justement de la puissance et d'être le maître en fait de sa vie, et que la vie, c'est pas juste courir au travail, ne pas voir ses enfants, c'est pas ça la vie. Ouais. Donc là aujourd'hui, ce que je propose en fait dans cette reconversion, c'est de redonner de l'importance à l'harmonie dans sa vie. Et ça, c'est à la portée de tous, parce que dès lors qu'on a une maison, c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà, en prenant sa place, on peut changer énormément de choses. Et c'est sur ça que je vous accompagne. Super. Donc voilà. Merci, merci. Ouais. Eh bien, je te remercie. Et puis, en tout cas, pour moi, ce n'est qu'un début. Donc, je te dis à bientôt. Et merci à ceux aussi qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas justement à partager cette vidéo, à liker ma chaîne, aussi en fait à liker, à aller voir sur ton groupe Facebook. Donc, je répéterai, je mettrai justement les coordonnées en commentaire. Et voilà, eh bien, bonne continuation. Il y a mon site internet aussi. Ah oui, d'accord, ok. Il y a ton site. Voilà. Comment? C'est quoi ton site internet, le nom de ton site internet? C'est soka-sui.com. D'accord, soka- C'est plus simple. Voilà. Très bien, on univers dedans. Ouais. Super, parfait. Bien, merci beaucoup et je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi et à tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Alors,